Alors, j'ai un truc super cool pour toi aujourd'hui. Ah bon? Dis-moi en plus. Bienvenue à tous dans French Podcast. Je suis Catherine et à mes côtés, j'ai l'incroyable Antoine. Salut tout le monde, super excité d'être là. Alors Antoine, dis-moi, de quoi on va parler aujourd'hui dans French Podcast? J'ai vraiment hâte de savoir parce que, tu sais, j'adore tes sujets. Eh bien Catherine, aujourd'hui on va plonger au cœur de la langue française. Tu vois, on va parler des 5 mots les plus utilisés en français. Waouh, les 5 mots les plus utilisés? Mais comment on sait ça? C'est fascinant. Oui, c'est ça qui est génial. En fait, il existe des études statistiques qui analysent des corpus de textes énormes, tu vois, des livres, des articles, des conversations, et qui comptabilisent la fréquence de chaque mot. C'est assez fou, non? Absolument fou. Et, tu vas nous les révéler? Je suis super curieuse de savoir quels sont ces fameux mots. Absolument. Prépare-toi, Catherine. Et préparez-vous, chers auditeurs, parce qu'on va décortiquer ces mots omniprésents et comprendre pourquoi ils sont si importants dans la langue française. J'adore. C'est parti alors, Antoine. Je suis toute oui. Alors, Catherine, le 5e mot le plus utilisé en français, attention, roulement de tambour, c'est que... Que? Sérieusement? Mais que? C'est tout simple, non? Eh bien, justement, c'est sa simplicité qui le rend si omniprésent. Que, c'est un peu le couteau suisse de la grammaire française, tu vois. Il peut être pronom relatif, conjonction de subordination, il a plein de casquettes. Ah oui, c'est vrai que... je me souviens de ça de l'école, mais... tu pourrais nous donner des exemples, s'il te plaît, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Bien sûr, par exemple, si je dis « le livre que j'ai lu était passionnant », que est un pronom relatif, il remplace livre. Et si je dis « je pense que tu as raison », que est une conjonction de subordination, il introduit une proposition subordonnée. Tu vois la nuance? Oui, je vois. Mais attends. Pour être sûr de bien comprendre, dans « je pense que tu as raison », on pourrait pas l'enlever, le « que ». Ça sonnerait pas bizarre? Eh bien, si tu l'enlèves, ça devient « je pense, tu as raison », ce qui grammaticalement est possible, mais change complètement le sens et la structure de la phrase. Le « que », ici, il est essentiel pour lier les deux idées, tu vois, c'est lui qui fait le lien. Alors, après « que », on a le mot numéro 4, et là, c'est un autre poids lourd de la langue française. Il s'agit de la préposition « de ». De. Ah oui, c'est vrai que de, on l'utilise tout le temps. Mais c'est juste une préposition, non? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Comment dire? Si commune. De, c'est bien plus qu'une simple préposition, Catherine. C'est un peu l'architecte de la phrase française, tu vois? Il sert à construire des compléments, à exprimer la possession, l'origine. C'est un véritable couteau suisse, comme que, mais dans un autre style. Et c'est pour ça qu'on l'utilise tellement. C'est vraiment, vraiment essentiel. Ah d'accord. Donc, par exemple, si je dis la voiture de mon frère, de exprime la possession, c'est ça? Exactement. C'est la voiture qui appartient à ton frère. Et si je dis « je viens de Paris », de indique l'origine. Et si je dis « un verre de vin », de sert à construire un complément du nom, il précise de quoi est fait le verre. Tu vois, il a plein de fonctions différentes. De, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est clair. Donc en fait, de, c'est un peu comme la colle qui relie les différents éléments de la phrase, non? C'est exactement ça. De, c'est le liant, le ciment, l'ingrédient indispensable pour que la phrase tienne debout et ait du sens. Et c'est pour ça qu'on l'utilise à toutes les sauces. Bon, alors après de, on arrive au mot numéro 3. Et là, prépare-toi parce que c'est un peu un caméléon, c'est le mot le. Le? Ah oui, c'est vrai que le, on le voit partout. Mais c'est quoi le problème avec le? C'est juste un article défini, non? Rire, Catherine, le, c'est bien plus qu'un simple article défini. C'est un peu le couteau suisse de la grammaire française. Il peut être article défini, bien sûr, mais aussi pronom personnel et même une partie d'une expression figée. C'est vraiment un mot aux multiples facettes. Ah bon? Pronom personnel? Tu peux me donner un exemple? Parce que, là, je vois pas trop... Bien sûr, si je dis « tu vois ce livre », je le lis. Le remplace ce livre. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Tu vois? Et si je dis « c'est le meilleur », le est un article défini qui accompagne l'adjectif « meilleur ». C'est ça qui est fou avec le. Il se transforme tout le temps. Ah d'accord. Donc, en fait, c'est le contexte qui nous dit si le est un article ou un pronom, c'est ça? Exactement. C'est le contexte. Et aussi la place du mot dans la phrase. Si le est devant un nom, c'est probablement un article. Si le est devant un verbe, c'est souvent un pronom. Mais attention aux exceptions. La grammaire française est pleine de surprises. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle mes cours de grammaire à l'école.
On passait des heures à analyser des phrases pour savoir si le était un article ou un pronom. C'était un peu galère, mais finalement, c'est utile. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin. Après le, on a le numéro 2 et c'est à. À. Ah oui, la préposition à. Bon, là, ça me paraît plus simple que le, non? C'est juste une préposition qui indique un lieu, un temps, une direction. Oui et non, Catherine, oui et non. Ja, Lena, c'est vrai que c'est une préposition de base, mais elle a tellement d'usages différents. Elle sert à indiquer une destination, comme tu disais, je vais à Paris, mais aussi un complément d'objet indirect. Je parle à Marie. Et puis, elle peut aussi servir à former des expressions, comme à bientôt, à plus tard. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu comme un petit couteau suisse, mais pour les prépositions, quoi. On l'utilise un peu à toutes les sauces, hein? Absolument. Et c'est pour ça que c'est un mot si fréquent en français, on l'utilise tout le temps, sans même y penser. C'est un peu la base de beaucoup de constructions grammaticales. Tiens, justement, pour voir si nos auditeurs suivent bien, je propose un petit jeu. Ah, bonne idée, je t'écoute. Je vais donner des phrases et nos auditeurs doivent deviner à quoi sert la préposition à dans chaque phrase. On commence facile, je donne un livre à mon frère. Facile, facile. Là a introduit le complément d'objet indirect, mon frère. Exactement. Deuxième phrase, je suis à la maison. Là a indique le lieu où tu es, donc la destination, quoi. Parfait. Et dernière phrase, un peu plus difficile. Cette voiture est à vendre. Est à vendre. Ah, là, c'est plus subtil. A indique, la destination, non, l'usage de la voiture. Elle est destinée à être vendue. Bravo Antoine, tu es vraiment imbattable en grammaire française. J'espère que nos auditeurs ont bien joué le jeu et qu'ils ont tout compris. Ok Antoine, alors dis-moi, c'est quoi le mot numéro 1 ? Alors là, Catherine, accroche-toi bien parce que c'est un peu surprenant. Le mot le plus utilisé en français, c'est « et ». Et, sérieusement, je m'attendais à quelque chose de plus, de plus substantiel quoi. Et, c'est juste une conjonction de coordination, non ? Exactement. Mais c'est ça qui est c'est fou, tu vois. C'est un petit mot tout simple, mais on l'utilise tout le temps. Et ça sert à relier des mots, des idées, des phrases. C'est la base de la construction de phrases complexes, de listes, d'énumérations. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Mais quand même, c'est étonnant. Je pensais que, je sais pas, le ou de seraient en tête de liste. C'est vrai que le et de sont très fréquents aussi, mais et, il est vraiment partout. Pense à toutes les phrases que tu dis dans une journée, tu utilises forcément « et » plusieurs fois. C'est un peu comme le ciment d'une phrase, ça tient tout ensemble, tu vois ? Oui, c'est vrai. Quand tu le dis comme ça a du sens. Mais quand même, et c'est, pas très glamour comme mot le plus utilisé, hein ? Ah ça c'est sûr, c'est pas le mot qu'on mettrait en avant dans une pub pour French Podcast, mais c'est la réalité. Et puis ça montre bien que même les mots les plus simples sont essentiels pour bien parler une langue, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Bon, eh bien, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Et le roi des mots français. Bon, Antoine, on a fait le tour de nos 5 mots ? Oui, Catherine. Et quel voyage linguistique, hein ? Carrément. Alors, pour récapituler, on a vu que, de, le, à et roulement de tambour, et. Exactement. Les 5 mousquetaires de la langue française, si tu veux. Ouais, c'est ça. Bon, eh bien, merci Antoine pour toutes ces explications. C'était super intéressant et j'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. Avec plaisir, Catherine. C'est toujours un bonheur de partager ma passion pour la langue française. Et puis, tu poses toujours de super questions, ça aide à clarifier les choses. Alors, à tous nos auditeurs de French Podcast, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des suggestions de sujets. On est toujours ravis de vous lire. Oui, et surtout, continuez à pratiquer votre français. Même avec des petits mots comme « et », ça fait toute la différence. Surtout, revenez nous écouter pour de prochains épisodes de French Podcast. On vous prépare plein d'autres surprises. À très bientôt, et n'oubliez pas, le français, c'est facile. Enfin, presque. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de notre épisode sur le French Podcast. Je suis Catherine et aujourd'hui nous allons plonger dans quelque chose de vraiment fascinant. Les 5 mots les plus utilisés en français et croyez-moi, vous allez vouloir les connaître. Pourquoi ces mots sont-ils si puissants ? Eh bien, ils sont essentiels pour la communication quotidienne. Je vais vous donner des anecdotes qui vont vous aider à vous rappeler de chacun d'eux. Prêt Antoine ?
Oh oui, j'ai vraiment hâte d'apprendre ça. Je me demande comment ces mots sont arrivés à être si importants, non? C'est une excellente question. Alors pour commencer, parlons du premier mot qui est « je ». C'est incroyable, mais « je » est en fait le mot le plus utilisé en français. Pensez-y comme une clé. Quand vous dites « je », vous vous ouvrez à une multitude d'expressions et d'émotions. Par exemple, quand je dis « je suis contente », cela traduit mon état d'esprit, mais aussi ma personnalité. Qu'en penses-tu, Antoine? Oui, c'est fou de penser qu'un mot si simple peut transporter tant de nuances, mais est-ce que tous les mots ont ce genre de pouvoir? Absolument. Et le deuxième mot que je veux aborder, c'est « tu ». C'est incroyable comme « tu » crée une connexion immédiate entre les gens. En français, nous avons cette belle distinction entre « tu » et « vous ». Imagine une situation où vous parlez à un ami et vous utilisez « tu ». Cela établit une proximité, n'est-ce pas? Oh là là, ça me rappelle quand j'ai essayé de parler à une femme en France et j'ai dit vous au lieu de tu, c'était un peu gênant. Exactement, c'est là que « tu » joue son rôle. C'est aussi ce qui rend la langue française si séduisante. Elle a cette façon de construire des relations. Maintenant, parlons du troisième mot, « il ». Ce mot est si polyvalent. Il s'agit souvent de désigner quelque chose ou un groupe. Tu sais, c'est un peu comme dire « hein » en anglais, mais souvent il est utilisé de manière impersonnelle. Cela vous fait réfléchir sur comment nous attribuons des actions à quelqu'un, n'est-ce pas? Je n'y avais jamais pensé. Je suis curieux de savoir comment on le combine avec d'autres mots pour créer des expressions. Excellent point, Antoine. Par exemple, quand nous disons « il est important », cela renforce l'idée que l'objet de la conversation a une valeur. C'est comme avoir une épée dans un duel, n'est-ce pas? Cela apporte du poids à vos paroles. Maintenant, passons au quatrième mot qui est « elle ». C'est très proche de « il », mais il existe des nuances. Elle a sa propre personnalité et son propre pouvoir. Par exemple, dans un contexte de conversation, si je dis « elle fait cela », cela souligne également l'identité de cette personne. Cela signifie que chaque mot a une sorte de personnalité, si on peut dire ça. Je pourrais parler de ça pendant des heures. C'est fascinant. Mais, quel est le cinquième mot qu'on va aborder? Le cinquième mot est « nous », et c'est particulièrement intéressant. Nous unit, tu vois. Quand nous parlons de « nous », nous faisons référence à un groupe plus large. Imagine une équipe qui se regroupe avant un match. L'énergie collective, la motivation, tout cela vient de « nous ». Cela change totalement la dynamique d'une conversation. Tu as déjà vécu une situation où « nous » a fait toute la différence? Oui, je me souviens d'une fois où mes amis et moi avons décidé d'organiser une surprise pour un autre ami. Quand je disais « nous allons le surprendre », c'était tellement motivant. C'est exactement ça. Cela crée un sentiment d'appartenance et de solidarité. Ces 5 mots, je, tu, il, elle, nous, sont vraiment les fondations de la langue française. Ils nous aident à nous connecter, à exprimer nos émotions et à construire des relations. Waouh, ça me donne envie de les utiliser plus souvent, même dans des situations de tous les jours. Comme quand je commande dans un café, je pourrais dire « je veux » ou « nous allons, non ?» Tout à fait, Antoine. Chaque mot compte, et en les utilisant correctement, on commence à se sentir à l'aise avec la langue. Imagine-toi en train de parler à un groupe et d'utiliser ces mots avec assurance, l'impact sera énorme. Oui, c'est un vrai game changer. Je me demandais, une fois que l'on maîtrise ces mots, par quoi on devrait continuer à apprendre? Oh, c'est une excellente question. Une fois que tu maîtrises ces fondations, il est important de t'attaquer aux adjectifs et aux verbes. Ils ajoutent couleur et dimension à ta communication. Pense aux émotions. Si je dis « je suis heureux », c'est simple. Mais si je dis « je suis extrêmement heureux », ça change tout. Ah, exactement. C'est comme déguster un bon fromage français, tu sais, sans le fromage c'est un peu fade, mais avec ça explose de saveur. Quelle métaphore délicieuse! Et tu sais, même une petite nuance, comme la tonalité de la voix ou l'intonation, peut faire toute la différence. D'ailleurs, est-ce que y a des moments où les gens utilisent ces mots de manière incorrecte dans des conversations? Je veux dire, ça doit arriver, non? Oh bien sûr! C'est très courant, surtout pour les débutants. Par exemple, confondre vous et tu dans des contextes informels ou formels peut provoquer des malentendus. Et qui ne voudrait pas éviter d'alimenter un malentendu, surtout dans une nouvelle langue? La clarté est essentielle. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme à une réunion de travail, où tout le monde doit parler le même langage pour que les idées soient claires, sinon tout peut devenir chaotique. C'est tout à fait ça! La communication est la clé.
Avant de conclure, parlons un peu de la manière d'incorporer ces mots dans votre vie quotidienne. Que dirais-tu, Antoine, d'un petit défi à nos auditeurs? Oh, j'adore les défis. Que dirions-nous d'utiliser ces mots au moins une fois par jour dans des situations de vie réelle, comme dans des conversations avec des amis, ou même pendant une commande au restaurant? Excellente idée! Et rappelez-vous, chers auditeurs, chaque interaction compte. Utilisez-les avec confiance et regardez comment cela influence vos conversations. Cela peut changer la façon dont vous vous connectez avec les autres. En fin de compte, la langue française est un outil puissant. Utilisez correctement. Ah, je me sens déjà plus prêt à en parler. Merci Catherine pour ces précieuses informations, cela va vraiment m'aider dans mon apprentissage. C'est un plaisir de partager cela avec toi, Antoine. Et merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, partagez vos anecdotes et dites-nous comment vous utilisez ces mots. Oui, et abonnez-vous pour plus d'épisodes. J'ai hâte de voyager plus profondément dans la langue française avec vous tous. À très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, restez curieux! À la prochaine! Écoute la 3e partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une idée assez provocante, tirée d'une source. Ah oui! Oui, le titre c'est « Les 5 mots français essentiels ». Et ça ajoute même « Tu dois les connaître Ah d'accord. C'est direct comme ». approche. C'est ça. Bon, la source ne donne pas la liste de ces fameux 5 mots, mais rien que l'affirmation, ça interpelle. Ça vaut le coup de creuser un peu. Effectivement. L'idée qu'il y aurait juste 5 mots absolument essentiels. Exactement. Qu'il faudrait impérativement maîtriser. Ça fait un peu penser à un raccourci, non? Une sorte de clé magique pour maîtriser le français plus vite. Oui, une clé pour déverrouiller la langue en quelque sorte. Voilà. Alors, explorons un peu ça. Est-ce que c'est pertinent de se focaliser comme ça sur un tout petit noyau de mots très fréquents, comme le suggère ce titre? Bien, c'est une idée qui s'appuie sur quelque chose de bien réel en linguistique aussi, dans l'enseignement des langues. Ah oui? Quoi donc? C'est le principe de fréquence. En gros, dans n'importe quelle langue, il y a très très peu de mots qui sont utilisés tout le temps, vraiment massivement dans la communication de tous les jours. D'accord. On parle parfois de la loi de Zipf ou même du principe de Pareto, vous savez, le 80-20, mais appliqué aux mots. Genre 20% des mots qui font 80% du boulot. Ah oui, le 80-20, je vois. Donc, l'idée, ce serait de viser l'efficacité maximale dès le départ, quoi. C'est un peu ça. En apprenant ces mots super fréquents, on pourrait comprendre plus vite, peut-être même construire des phrases simples plus rapidement. Oui, c'est la promesse implicite. Mais est-ce que peut de rester un peu bloqué à un niveau très très basique avec seulement 5 mots, même s'ils sont essentiels? Alors ça, c'est tout le débat autour de ces listes de fréquences. Oui, c'est vrai, identifier et maîtriser les mots les plus courants, c'est un levier super puissant pour démarrer, pour décoller. D'accord. On peut imaginer, sans avoir la liste, qu'il s'agit sûrement des articles, genre le, la, un, peut-être des prépositions comme de, à, Oui. et sans doute les verbes être et avoir, j'imagine. Ce sont les briques de base, quoi, les connecteurs. Les fondations. Exactement. Et les maîtriser, ça donne une sensation de progrès rapide. Ça aide beaucoup à comprendre comment les phrases sont construites. D'accord, je vois. Ce sont les outils de base. La structure, la grammaire minimale, en quelque sorte. On comprend mieux le « tu dois les connaître pas ». Sans ça, Difficile de faire quoi que ce soit. c'est ça. Mais bon, la communication, c'est pas juste la structure, si. C'est aussi le sens, la richesse, les nuances. Ah mais tout à fait. Absolument. Personne ne dit qu'on peut avoir une conversation profonde avec juste 5 mots. C'est évident. Non, bien sûr. Ces listes, il faut les voir comme un point de départ stratégique. C'est pas la destination finale. D'accord. L'affirmation « tu dois les connaître », elle est un peu forte, peut-être un peu marketing, c'est vrai, mais elle met le doigt sur l'importance de ces bases. Oui, elle souligne un point. Voilà, après, la critique qu'on peut faire, si on applique ça de façon trop rigide, c'est que ça peut faire oublier le vocabulaire plus spécifique, celui qui donne vraiment du sens, de la couleur dans des situations précises. Donc c'est une question d'équilibre, en fait. Tout à fait. Utiliser ces mots ultra fréquents comme un tremplin, mais sans oublier d'aller chercher ensuite un vocabulaire plus large, plus précis. C'est exactement ça. La source, finalement, même sans nous donner la liste précise, elle pointe vers une réalité de la structure de la langue. Exactement.
Et rien que le fait de savoir ça, de savoir que la langue fonctionne comme ça, qu'un tout petit nombre de mots revient tout le temps, bah, ça peut déjà changer un peu la façon d'apprendre. Ah oui, comment? Ça peut encourager à faire plus attention à ces petits mots qu'on a tendance à négliger parfois, à bien comprendre leur rôle, qui est crucial. Et puis, ça peut aider à ne pas se sentir submergé par l'énormité du dictionnaire. Oui, voir la structure sous-jacente. C'est ça, prendre conscience de cette structure. Donc, si on résume un peu l'idée que suggère notre source, il y a un noyau dur de mots très très fréquents qui forment l'ossature du français. Voilà. Et les maîtriser tôt, c'est présenté comme une stratégie efficace pour progresser plus vite. Précisément. Et ça nous laisse avec une réflexion intéressante, je trouve, au-delà de savoir quels sont ces 5 mots exactement. Oui, Maintenant qu'on a cette conscience-là, que très peu de mots dominent en fréquence, comment est-ce que ça peut influencer notre façon d'écouter le français ou de le lire? Ou même notre façon d'aborder l'apprentissage de nouveaux mots? bonne question. Est-ce que ça nous pousse, par exemple, à mieux observer ces fameux petits mots ou à chercher plus consciemment les piliers grammaticaux dans chaque nouvelle phrase qu'on rencontre? C'est une piste de réflexion, quoi.